Alors, on va passer à l'autre communication qui est tout à fait partiale, je vais vous le dire, puisqu'on vient de vous parler des prothèses totales. Ce qui veut dire qu'on a prothésé un côté et l'autre de l'articulation, ce qui paraît quand même d'une logique implacable, puisque les deux surfaces sont usées de la même façon. Mais il se trouve que moi, j'ai plus mis de prothèse totale d'épaule anatomique depuis à peu près 12 ans, je pense. Voilà. Alors, c'est un choix qui m'est personnel, qui n'a rien de... Alors, pourquoi je fais ça? On a maintenant à notre disposition des hémiarthroplasties. On peut switcher sur la... Voilà. Des hémiarthroplasties d'épaule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hémiarthroplastie? Vous l'aurez deviné, une hémiarthroplastie, c'est une prothèse qui ne va remplacer qu'une partie de l'articulation. Et la partie qu'on a choisi de remplacer, c'est la partie humérale. Pourquoi? Parce que Emmanuel vient de vous le dire, et il y a une méta-analyse. Alors là, pour le coup, c'est 35 000 patients. Alors, avec ce que peut valoir une méta-analyse, en gros, on a pris des papiers de partout, on a regardé les résultats, qui nous montrent qu'effectivement, la glène, clairement, c'est le maillon faible. Pourquoi? Parce que la glène, c'est du polyéthylène. En fait, c'est un matériau qui s'use, et on a beau faire tout ce qu'on veut pour l'améliorer, pour l'instant, il s'use, il donne des débris d'usure, et au bout d'un moment, il se décèle. Et alors, au final, on peut se dire, mais puisque la glène est le maillon faible, pourquoi ne pas s'en passer? Et à ce moment-là, remplacer qu'un seul côté, le côté qui ne nous pose pas de problème, c'est-à-dire l'humérus. C'est ce qu'on a fait pendant un bon moment avec des prothèses qui étaient, et encore aujourd'hui, qui étaient des prothèses métalliques, soit en titane, soit en chrome cobalt, mais avec des petits problèmes, parce que si vous regardez ce qui se passe, la prothèse en chrome cobalt, en fait, elle va être plus dure que l'os. On peut imaginer ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'elle va petit à petit grignoter l'os qui est en face et l'user. Mais si on met un matériau qui est beaucoup plus mou, par exemple du polyéthylène de l'autre côté, ça pourrait, pourquoi pas, en fait c'est le polyéthylène qui va se bouffer et qui va être bouffé par l'os. L'avantage du pyrocarbone, puisque c'est de ça dont je vais vous parler, c'est que c'est un matériau qui a un comportement mécanique qui est à peu de choses près strictement identique à celui de l'os. Et ça nous arrange énormément, parce que si les deux matériaux, comme vous le voyez sur la petite image du milieu à droite, se comportent de la même façon, globalement, ils vont à peu près bien s'entendre. C'est bone-friendly, comme on va dire. C'est-à-dire ils sont bien, ils ont des contraintes équivalemment réparties, et donc il n'y en a pas un qui va user l'autre. Ça, c'est ce qu'on espère. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand vous avez une hémiarthroplastie, il va bien avoir un morceau qui va glisser sur l'autre. Ce qu'on appelle les propriétés tribologiques. L'énorme avantage du pyrocarbone, le pyrocarbone, c'est ce qui recouvre la prothèse qui elle-même est en graphite, c'est qu'il a un état tribologique qui, à la base, n'est pas spécialement meilleur d'ailleurs que du titane poly ou du chrome cobalt poly. Si on regarde en microscopie électronique, il est même, pour être tout à fait honnête, un tout petit peu moins bon. Ouais, sauf que son histoire à l'intérieur du bonhomme n'est pas du tout la même. Parce que quand vous mettez du pyrocarbone dans un patient, il va y avoir ce qu'on appelle une absorption protéique, c'est une réaction phospholipidique, qui fait que son état de surface, dans le malade, s'améliore. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Si vous regardez ce qui se passe avec du chrome cobalt, alors franchement, ça ne s'améliore pas, et très rapidement. En fait, un implant en chrome cobalt, bizarrement, on aurait pu penser qu'il va user l'os, ce qui est vrai, mais il s'use aussi. Et en microscopie électronique, on s'aperçoit sur des patients qu'on a explantés, et ne serait-ce même qu'à 6 mois, qu'on a en fait des prothèses qui s'usent de façon considérable. Et après, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que quand l'implant en titane va s'user, il va devenir comme un râpe à fromage, et il va user encore plus l'os qui est derrière. Donc le pyrocarbone n'a pas ses problèmes et ses inconvénients-là. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, la question de ce truc, c'était de dire pourquoi autoriser la reprise du sport. C'était à peu près, vous l'avez compris, la question du symposium, enfin de ce congrès. Et je pense qu'il faut peut-être poser la question à l'envers, c'est-à-dire en fait, pourquoi on va l'interdire? Parce que c'est ça le truc au final. Et il y a pas mal de petites choses et des questions qu'on peut se poser. La première, c'est effectivement l'usure de l'implant. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'usure du pyrocarbone à l'échelle de la vie d'un homme, c'est pas possible. Donc ça, c'est plié. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? L'implant peut se déceler, mais vous avez vu tout à l'heure que l'essentiel des décèlements, c'est au niveau de la glène, c'est au niveau de l'implant en polyéthylène. Bon, là, on n'en a pas, donc là encore, c'est plié. Par contre, l'humérus peut se déceler, mais très honnêtement, c'est extrêmement rare. Ça va de 0,3 à 10%. Et, une fois de plus, alors, Emmanuel nous disait tout à l'heure, il y a des décèlements effectivement chez le sujet âgé au niveau de la glène, c'est vrai, pour autant il n'y a aucun papier qui nous démontre qu'une activité sportive augmente ce taux de décèlement. Il est là, il existe, c'est factuel. Est-ce qu'une activité sportive l'augmente? Voilà. Au niveau huméral, c'est pareil. Et alors là, pour le coup, moi j'ai trouvé un article sur le tennis, et en fait, il n'y a aucune relation statistique évidente entre la reprise d'une activité sportive et le décèlement côté huméral. Voilà. L'usure, ok, pour l'implant, ça, on a vu qu'a priori, c'était à peu de choses près pas possible avec un implant en pyrocarbone, mais autour, il y a quand même le malade. Et lui, pour le coup, il va s'user. Alors ça, bon, personne n'y échappe, on va tous s'user à un moment ou un autre. Et
Et qu'est-ce qui va s'user? Il va s'user la glaine, parce qu'on peut dire on met du pyrocarbone en face. Il a effectivement un comportement mécanique qui nous intéresse. Pour autant, on peut avoir une usure. Alors ça, on l'a étudié pour le coup. Et là, on a des données. On l'a étudié avec Pauline Maton, qui parle aujourd'hui, mais qui a fait une thèse magnifique sur le sujet. L'usure qu'on avait retrouvée, c'était 0,3 mm en 3 ans, au niveau de l'os. C'est quand même extrêmement faible. Alors vous allez me dire, c'est à 3 ans. On est en train de faire la même étude à 10 ans, et on va voir si ça a progressé ou pas. On peut imaginer que l'usure se fait essentiellement au départ, mais on peut l'imaginer, on ne l'a pas démontré. Donc il y a probablement ou possiblement une usure qui se fait en face, certes. Mais ce qui nous pose surtout problème, c'est la coiffe des rotateurs, c'est ces fameux tendons dont on vous a parlé tout à l'heure, parce qu'on va implanter des sujets qui sont généralement relativement jeunes, et pour autant, ils vont devenir relativement vieux au bout d'un moment, et leurs tendons avec, et ils vont finir par se déchirer, je dirais, avec ou sans prothèse d'épaule. Et dès l'instant que la prothèse est correctement positionnée, dès l'instant qu'elle a reproduit de façon extrêmement fidèle l'anatomie, alors on peut penser qu'il n'y a pas de raison que la mise en place d'une prothèse fasse que la coiffe se déchire plus que chez un sujet lambda. On vous a donné les chiffres, 60 ans c'est 20%, 80 ans c'est un malade sur deux qui a une rupture de coiffe. Ça ira pas moins bien, probablement, quand on met une prothèse d'épaule. Pour autant, il y en a certains qui vont évoluer avec une rupture de coiffe. On verra tout à l'heure ce qu'on peut éventuellement faire. Mais ce qui est certain, c'est que finalement, ces ruptures de coiffe, c'est pas énorme en termes de révision. Vous regardez les chiffres, c'est 0,5% à 3 ans et demi. Et là encore, pas de relation avec la reprise ou non d'une activité sportive. Alors, qu'est-ce qui peut encore arriver? Parce que ça peut s'user, ça peut se luxer. Les prothèses anatomiques qui se luxent, ça arrive. Vous voyez les chiffres, c'est à peu près 5%. Généralement, c'est dans les 6 mois qui suivent la chirurgie. Le plus souvent, c'est parce qu'on a une faillite du sous-scapulaire, donc c'est une petite erreur. C'est quand même pas la complication majeure de ce type d'implant, mais oui, ça peut arriver. Une prothèse, une épaule standard, ça peut se luxer. Une prothèse se luxe aussi. Les fractures, on en a beaucoup parlé. Ah oui, parce que ça nous stresse un peu, parce qu'on se dit le malade, s'il se casse sur la prothèse. Alors pourquoi ça nous stresse? En fait, la prothèse, elle a, un comportement mécanique qui est plus dur que l'os. Donc si ça pète, ça va péter en dessous. Et généralement, ça fait une spire en dessous. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est réparer en mettant des clous au milieu, mais vu qu'il y a une prothèse, ça devient compliqué, ou mettre des plaques avec des vis. Mais comment vous voulez mettre des vis du moment qu'il y a une prothèse au milieu de l'os? Donc là, ça devient complexe, c'est-à-dire qu'il faut changer la prothèse, mettre une tige plus longue. Donc oui, c'est une complication qui est effectivement problématique, qui nous pose problème quand on voit ça. C'est pas si fréquent, 0 à 10%. Alors j'ai mis le registre national polonais parce que c'est le seul que j'ai trouvé, c'est 1%. Il se trouve qu'en France, on n'a pas de registre, malheureusement. Donc on ne surveille pas nos malades, sauf prothèse de cheville par exemple. Il y a des registres très particuliers, mais pas globaux, c'est quand même dommage. Donc oui, ça peut arriver une fracture. Pour autant, vous n'avez pas plus de risque, ça s'est démontré quand vous avez une prothèse d'avoir une fracture. C'est juste que si vous faites une fracture, ça va être un peu plus compliqué à prendre en charge qu'un sujet lambda. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas plus de risque avec une prothèse. Alors si on continue, au final, j'en suis navré, mais en fait, on n'a aucune preuve scientifique que l'activité sportive est réellement une source de complications pour nos prothèses d'épaule, en tout cas pour les hémiarthroplasties dont je vous parle. C'est comme ça. Alors, quel sport autoriser finalement? Alors moi, j'avoue que je suis assez souple là-dessus, j'interdis pas grand-chose. Et ce que j'interdis, c'est un petit peu du bon sens, c'est ce que vous a dit Emmanuel, c'est-à-dire que le rugby, le foot américain, les sports de combat avec du sol, du MMA, du JJB, je dis à mes malades, attention, parce qu'effectivement, si vous avez une clé de bras un peu violente, si on a une spiroïde de l'humérus, si vous luxez, ça va être un petit peu plus compliqué. Pour autant, moi je dis aux gens, voilà, vous avez un risque qui est probablement plus important. Après, à vous de faire le choix que vous avez envie de faire, c'est pas à moi de le faire à votre place, mais votre risque est plus important. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'une fracture, le rugby avec une prothèse anatomique, c'est pas interdit. Avec une hémiarthroplastie en pyrocarbone, moi, ça ne me pose pas un problème majeur. Mais une fracture sur la prothèse, elle me poserait un problème majeur. Et le risque de fracture au rugby est plus important que dans la vie générale, la vie standard. Après, le malade fait le choix qu'il a envie de faire. C'est au final, quand les malades me disent pourquoi, je dis c'est un peu du bon sens. C'est-à-dire qu'on va vous dire attention aux sports qui sont vraiment des sports extrêmement agressif et à risque de fracture de chute. On parlait du VTT tout à l'heure, oui, on peut se casser la figure en VTT, on peut se casser la figure en descendant en estrade aussi. Ok, alors moi j'ai une tartine de patients avec des prothèses en pyrocarbone qui font du VTT, je peux vous dire, ça ne me stresse pas plus que ça. Jusqu'à présent d'ailleurs, les seules fractures que j'ai eu à prendre en charge étaient des patients âgés qui s'étaient pris les pieds dans le tapis. Globalement c'est ça quoi. Bon. Alors quand reprendre? Ça c'est un vrai sujet pour les kinés qui sont là. À quel moment on peut dire aux malades, allez-y, bingo. En fait, il y a des facteurs anatomiques et puis il y a d'autres facteurs. Les facteurs anatomiques, alors retenez-en deux, c'est pas compliqué. On est obligé de passer à travers le sous-scapulaire aujourd'hui, malheureusement, pas pour une inversée, mais pour une anatomique.
Donc on est obligé de détacher le sous-scapulaire et de le rattacher. Ça nous pose un problème parce qu'il va falloir qu'il cicatrise. Il met 6 semaines à cicatriser. Pendant 6 semaines, on fait du passif, on ne le stresse pas, on ne fait pas d'actif contre-résistance, encore moins pendant 6 semaines. Deuxième truc, c'est la stabilité de l'implant dans l'os. Si vous avez écouté, on vous en a déjà un petit peu parlé. En fait, c'est de la logique, hein, c'est un peu comme une fracture. Une prothèse, vous la mettez dedans, elle est ce qu'on appelle en press-fit, en emmanchement forcé, elle a une tenue, une fois, et puis cette tenue, elle va s'améliorer parce que l'os va croître au contact, et ça, c'est 3 mois. Donc à partir de 3 mois, normalement, on peut y aller. Et si on regarde la littérature, la reprise du sport après les prothèses d'épaule, ben, c'est à peu près toujours pareil, c'est entre 3 et 6 mois. C'est exactement ce que nous ont dit nos petits camarades du membre inférieur, on a les mêmes chiffres. Rééducation et ou réathlétisation, ben, les points clés sont les mêmes. Hein. C'est ce fameux sous-scapulaire qui est vraiment, vraiment, là pour le coup, le maillon faible, mais post-chirurgical, parce qu'il va falloir qu'il cicatrise, et s'il ne cicatrise pas, alors là c'est un vrai problème. Donc lui, il faut vraiment le protéger. Il y a ces 6 semaines-là qui sont voilà, le truc à pas... Ça, vous ne pouvez pas y déroger. Il ne faut pas le stresser pendant 6 semaines, en sachant qu'il va avoir sa résistance mécanique définitive aux alentours du 6e mois. Donc ça, moi, je fais quand même attention. Par exemple, du tennis, bras dominant en prothèse, avec des rotations internes contre résistance, je vais dire 6 mois, mais pour ces raisons-là. C'est pas la prothèse. Hein. La prothèse, c'est le sous-scapulaire à travers lequel on est passé. La stabilité de l'implant, je vous l'ai dit, stabilité primaire, secondaire, c'est 3 mois. Donc on tient les mêmes trucs, c'est-à-dire que pour de la réathlétisation, avant 3 mois des charges lourdes, c'est pas raisonnable. Après, on fait un peu ce qu'on veut. Quand opérer? Alors quand je dis quand, c'est en fait à quel moment on va dire on va mettre une prothèse. Le truc de base, c'est quand le malade vous le demande. C'est quand même... nous, on est là pour leur apporter quelque chose. On fait de la chirurgie fonctionnelle, on va essayer de supprimer une douleur et d'améliorer une fonction autant qu'on le puisse. Encore faut-il qu'il le demande. Alors ça paraît idiot ce que je vous dis, mais enfin c'est quand même la base. On n'est pas là pour dire à un malade, si, il faut vous opérer, parce que moi je pense que c'est mieux si vous montez le bras comme ça. Il y en a des tas qui vont vous dire, mais en fait je m'en fous moi. Je fais ça, ouais mais moi je vis bien avec. Alors là c'est sûr qu'on parle de reprise d'activité sportive. Il y a des gens qui vont avoir une demande majeure et puis d'autres pas, et c'est pas à nous de nous substituer à ce qu'ils veulent. Ça c'est la première chose. Ensuite, quand les activités sportives sont plus possibles, parce que généralement ça va avec la demande, en tout cas pour les gens qui veulent la continuer, et il y a beaucoup d'articles en membre sud qui démontrent que la reprise des activités sportives est d'autant plus facile que le malade ne l'a pas arrêté ou l'a arrêté précocement. S'il l'a arrêté depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est beaucoup plus compliqué de le faire reprendre. Ça, c'est très clair. Donc, ça ne sert à rien d'attendre. Au moment où il y a une demande, ça ne sert à rien d'attendre. Et la durée de vie de la prothèse n'est pas un prétexte pour dire on va essayer de gagner 6 mois ou 1 an. À l'échelle statistique de la survie de ces implants, honnêtement, c'est ridicule. Ça ne change rien. La mobilité, on a tous dit la même chose, c'est le nerf de la guerre. Plus le malade est raide, moins il va récupérer. Bon, il y a un moment où en fait, vous avez la douleur qui va monter, vous avez la mobilité qui va se casser la figure, vous avez ces deux droites qui vont se croiser visuellement en gros, c'est-à-dire le malade il est de plus en plus raide et de plus en plus douloureux. À ce moment-là, il faut l'attraper et ça vaut le coup de l'opérer avant qu'il soit complètement raide. C'est vraiment saisir ce moment où effectivement le corps est encore un allié, quoi, avant qu'il devienne vraiment un obstacle. Parce que cet obstacle-là, si le malade est complètement raide, on va avoir beaucoup de mal à le lever. Donc ça, c'est un message à vous faire passer. C'est pas la peine de dire à un malade, même qui a 40 ans, ouais, mais on va encore attendre pour vous mettre une prothèse anatomique, à 60 ans, ça sera mieux. Enfin, ce message-là, à mon sens, n'a plus lieu d'être. On a des taux de survie qui nous permettent aujourd'hui d'opérer des malades qui ont 40 ans, 45 ans. C'est pas vraiment un problème sur une anatomique. Voilà, et l'âge pour moi n'est pas un obstacle. Ça n'engage que moi, mais c'est comme ça. Parce que 10, 15 ou 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire? La question a été posée tout à l'heure, la réponse elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, les tiges qu'on met aujourd'hui en place, pour l'essentiel d'entre elles, elles sont réversibles. C'est-à-dire qu'on peut mettre une prothèse anatomique avec du pyrocarbone. De toute façon, il n'y a qu'un seul labo qui fait ça, hein, pour l'instant. Et en fait, c'est la même tige qui nous permet de passer sur une réverse. Donc il suffit d'enlever le petit champignon qui est au-dessus, et puis on met... Alors il suffit, ça reste quand même une révision. Mais vu qu'on n'a pas touché à la glène, on n'a pas touché à l'os qui est en face, c'est relativement simple de passer, pour répondre à la question de tout à l'heure, Camille, qui était là, passer d'une anatomique à une réverse, franchement, c'est pas d'une complexité extrême. Donc c'est pas vraiment un obstacle, le changement prothétique aujourd'hui sur les prothèses d'épaule. En tout cas, là je suis en train de parler de pyrocarbone, hein, parce que c'est une prothèse qui est bien particulière. Sur cette prothèse-là, le changement n'est pas très compliqué. Et voilà ce que je voulais vous dire. Ah zut, j'en ai passé un d'avant. Juste sur le... Je sais pas si elle passe la vie. Ces malades-là, c'est pas pour dire on est champion du monde, regardez ce qu'ils font, mais en fait, on fait quand même un métier, on est des soignants. Moi, j'aime bien donner de l'espoir aux gens, quoi. C'est quand ils viennent me voir, quand je peux, hein. Enfin, c'est quand on peut.
Et je crois qu'il faut quand même pouvoir leur dire, voilà, vous pourrez reprendre une activité sportive. Ce monsieur, il a 74 ans, en l'occurrence, à la suite gauche, là, il fait de la VARA, puis il a 6 mois de sa prothèse, et suite droite, c'est une réverse, en fait, qu'il a. Bon, il fait ça. Alors oui, il peut se casser la figure, mais il le sait. Hein. S'il se casse la figure de là-haut, s'il pète sous sa prothèse, c'est compliqué, mais bon. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent, ils vivent, et on est quand même là, je pense, pour leur donner un message d'espoir quand on le peut. Voilà ce que je pense. Merci pour les présentations. Ma première question, ça va être, on a bien compris l'intérêt d'avoir une coiffe qui soit compétente dans ce type d'hypothèse. Est-ce que faire une évaluation fonctionnelle avant, avec un bilan potentiellement de force, etc., voire de la rééducation préopératoire, comme ce qu'on pourrait faire dans la hanche ou dans le genou, a un intérêt sur la réussite? Alors, ça aurait probablement un intérêt, mais je vais rejoindre le petit camarade du membre inférieur. Le problème, c'est la faisabilité du truc. Alors, nous, la coiffe, on l'évalue par IRM, toujours. Ça, pour nous, c'est l'examen de base, et on va regarder l'état des tendons, et surtout l'état des masses musculaires, ce qu'on appelle la dégénérescence graisseuse. Après, faire une évaluation avant, ça serait une très bonne chose. Le souci, c'est que les malades sont douloureux. Et c'est compliqué de faire une évaluation sur un malade qui est douloureux et qui est raide. Donc, on ne le fait pas. Ça pourrait avoir un intérêt, mais je pense que c'est difficilement faisable. Oui, je te rejoins. Alors moi, je fais quand même travailler les fixateurs de l'omoplate, parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de mobilité pour essayer de renforcer les fixateurs. Travailler le trapèze inférieur et moyen, travailler les rhomboïdes. Donc je fais quand même, on va dire, 15 jours, 3 semaines de kiné avant, pour justement me faire gagner du temps après. Je pense qu'à partir du moment où les fixateurs de l'omoplate qui sont bien compétents, la marche à gravir elle est moins haute par rapport à une épaule qui n'a pas bougé depuis longtemps parce qu'elle est douloureuse et qui reste limitée. Donc après c'est sûr que parfois la douleur les empêche de faire une rééducation complète, mais le travail sous les épaules, je pense que c'est généralement possible, quitte à le faire en isométrique, en résistance, voilà. Mais voilà, moi je fais généralement quand il y a quand même une mobilité correcte, je fais la rééducation complète. Est-ce que tu les évalues? Est-ce qu'on fait une évaluation? Ah non, je ne fais pas d'évaluation. Voilà, je les confie soit à des médecins éducateurs comme Thierry ou pour ça, ou je vais envoyer un réseau de kiné avec lequel je travaille et qui les prennent en séance avant l'intervention pour essayer justement de renforcer les fixateurs. Parce qu'on parle de la scapulothoracique, ça fait passer une des articulations quand même de l'épaule et qui va intervenir dans la récupération de mobilité après prothèse, qu'elle soit inversée ou anatomique. Donc je pense qu'à partir du moment où déjà on arrive à bien stabiliser cette omoplate, on a gagné du temps pour le reste. La question c'était de savoir l'état de tes tendons si tu choisis justement une pique ou une... Et sur un traumatisme, quelqu'un qui a une arthrose, il se fait une rupture de coiffe, parce qu'il fait du sport à haut niveau, toi tu choisis quoi? Avec des tendons de bonne qualité, c'était ça le... Ça, c'est une question qui lâche parce que, pour répondre au tout début de la question, alors oui, on évalue la coiffe et c'est ce que disait Alex tout à l'heure, c'est-à-dire que si on a le moindre doute sur la capacité de la coiffe à faire le taf, il faut passer sur un inverse. Ça, c'est sûr. Si on a une coiffe qui est continue, mais avec un terrain qui est mince, avec une dégénérescence graisseuse qui est la top, moi je sais que je prends plus beaucoup de risques, en tout cas, chez un sujet qui a 70 ans, quelque chose comme ça. Alors, la deuxième question à savoir, un type de 50 ans qui a une arthrose peu symptomatique et qui se fait une rupture traumatique du sus-épineux, alors là c'est très très problématique parce que si on va réparer le sus-épineux sur une arthrose, on a toutes les chances de la décompenser. Aller mettre une prothèse d'épaule chez un type qui n'a rien demandé à personne, à savoir il dit moi avant la chute j'allais très bien, là maintenant j'ai mal parce que j'ai rompu mon sus-épineux. Alors honnêtement ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que si j'étais dans cette configuration-là, je pense que je ferais bien. Je fais une infiltration, je laisse le sus-épineux. Non mais sérieux, parce que aller réparer un sus-ép chez quelqu'un qui est arthrosique, je pense que c'est pas un gros risque de décompenser son arthrose. Et parce qu'on va serrer un peu l'épaule, qu'on le veuille ou non, parce qu'on va y aller, parce qu'on va la blesser. Et je pense que dans ces cas-là, j'irai pas. Ça va faire exactement, mais... Et par rapport au délai, parce que tu parles de délai de 6 mois, quelqu'un qui n'arrive plus à faire son sport depuis 6 mois et tous les délais des chirurgiens sont quand même très longs. Par rapport à ça, on le geste.
Enfin, moi, je sais que j'arrive à avoir des rendez-vous rapides, mais... Après, c'est pas l'urgence, je pense qu'elle n'est pas à la semaine ou même au mois. En fait, je voulais juste insister là-dessus parce que je trouve ça un peu dommage de laisser quelqu'un qui a 50 ans, qui a envie de continuer l'activité sportive, au final se dégrader, perdre ses amplitudes articulaires, avoir une perte de chance sur le résultat secondaire, et ça c'est pas moi qui dis, tous les papiers de la littérature sont d'accord là-dessus, pour aller gagner effectivement 6 mois, 1 an, qui ne change strictement rien au résultat final à 15 ans ou 20 ans. Donc je crois que ce discours-là n'est pas bon, et je pense aussi qu'après il faut s'adapter à ce que nous demande notre malade, et le type qui a envie de profiter de la vie à 50 ans, moi, je peux le comprendre, et qui me dit, vous savez, mon résultat dans 15 ans, je ne sais même pas si je suis encore là, et j'en ai un peu rien à faire. Et là, maintenant, je veux faire ce que j'ai envie de faire, j'entends. Alors après, c'est pas à 6 mois, effectivement, mais je pense au moment où il se dégrade, là, il faut essayer de... Il faut appeler, il faut bouger, mais je pense qu'il faut en tout cas dire aux patients, maintenant, posez-vous la question d'une chirurgie prothétique. Voilà. Au moins lui donner l'info. Et la deuxième question que j'avais, c'était, donc il n'y a pas dans la littérature de preuve de plus de décèlement quand on a des sports répétés, etc. Est-ce que par contre ça change quelque chose sur la surveillance? Est-ce qu'il y a une indication de surveillance radio, par exemple, un peu régulière, ou pas spécialement? Alors, pour ce qui me concerne, moi j'essaye de suivre tous mes patients, ce que disait Thomas est vrai, c'est-à-dire que moi je leur demande, je les revois donc à 6 mois, je les vois à 1 an, et vraiment après, maintenant je leur dis tous les 5 ans. Bon, mais sauf que quand ils vont bien, on ne les revoit plus. Et une des premières prothèses anti-carbone que j'ai mises en place, alors ça va peut-être vous faire bondir, mais il se trouve qu'elle avait 23 ans, cette petite tounette, quand je l'ai opérée. C'était au tout début des bustes, elle n'est plus chez les gens, parce qu'elle a 37 ans aujourd'hui. En fait, voilà, une histoire compliquée qui fait qu'elle est arrivée à la prothèse, et elle m'a dit quelque chose que beaucoup de personnes me disent, en fait, je ne suis pas revenu pendant 5 ans, pendant 10 ans, parce qu'en fait, je ne veux plus vous voir, parce que vous êtes une période de ma vie que je veux oublier. Mais je peux comprendre. Elle a eu 2 prothèses de hanche, c'est pas, je sais pas, je sais plus la connaître. Elle est adorable, c'est une femme maintenant. Et je peux entendre ça. Et en fait, nos malades, on leur dit, venez. En fait, elle est revenue à 11 ans parce qu'elle a eu du remords. Elle s'est dit quand même, il faudrait que je surveille cette prothèse. Mais voilà, mais 3 quarts, on ne voit plus. Enfin, je sais pas toi, mais. Non, je suis d'accord. Mais quand je parlais des prothèses que j'ai posées quand je suis arrivé sur Toulon, là, il y a 5 ans, Pierrot, je l'avais pas revu depuis la fin de la prise en charge, et je l'ai croisé en passant dans le stade de rugby, et il venait de coucher avec ses copains, et il a levé le bras en me disant bonjour docteur. On s'est dit bon bah oui, on ne le voit pas parce qu'il va bien, mais c'est vrai que c'est une passion qu'on perd de vue, on a beau leur dire, il faut qu'on surveille la prothèse, voir comment ça évolue, on fait faire des radios, en fait c'est pas le cas, hein. Ils ne reviennent pas parce qu'ils ont du mal et qu'ils ont pris du mal. Il y a une dernière question, limitée par le temps. Est-ce que les décèlements d'implants glénoïdiens sont corrélés avec l'usure de la coiffe ou pas forcément? Et si oui, est-ce qu'on pourrait prévenir entre guillemets l'usure de la coiffe par une kinésithérapie adaptée? Alors, je ne fais pas du tout d'épaule pour ça. L'usure de la coiffe, il y a plusieurs causes. Il y a une cause de dégénérescence naturelle de la coiffe qui est prouvée parce qu'on a une dégénérescence de la vascularisation de la face profonde. Donc, naturellement, la coiffe dégénère, ça explique pourquoi à 70 ans, on a plus de la moitié des patients qui ont des ruptures de coiffe. Et puis après, il y a des causes dites extrinsèques. Et une des causes principales, c'est le mauvais positionnement de la prothèse. Une prothèse qui est un peu débordante, qui vient flotter sur la coiffe, elle va l'user petit à petit, et ça va créer une rupture de coiffe. Cette rupture de coiffe va créer une ascension de la tête générale et va provoquer des modifications de la contrainte sur l'implant glénoïdien qui va provoquer un décès. Donc ça c'est connu, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que même sur des coiffes continentes, on sait qu'on a quand même, à 10 ans, Bruno tu me diras si je me trompe, il y a près de 70% des implants qui sont décédés à 10 ans. Donc il y a 40%. Ouais. Donc ça fait quand même pratiquement 1 sur 2. C'est vrai que moi je ne pose plus de prothèse anatomique que chez des patients à coiffe continente et efficace, avec une IRM qui montre qu'on a une coiffe. Quand je dis efficace, c'est-à-dire qu'à l'IRM, on a vérifié qu'il n'y a pas d'infiltration graisseuse, comme disait Renaud, que c'est vraiment, voilà, parce qu'on peut avoir des patients avec une coiffe continente, mais musculairement, il est plus moteur derrière. Et donc, je ne pose plus d'implants totaux que chez des patients âgés
qui ont une faible demande fonctionnelle pour qu'ils n'aient pas la douleur post-opératoire, parce que la pique, elle entraîne quand même une douleur pendant 3-4 mois, le temps que l'implant huméral vienne éroder la gaine et se refaire sa place sur la gaine. Et chez les patients de 80 ans et plus qui ont une coiffe continente et efficace, on peut leur dire qu'on peut éviter ce souci-là en mettant un implant glénoïdien. Mais chez un patient jeune, en fait, on n'a pas ce problème-là, puisque moi j'ai plus